Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut Jacques, je suis chef de clinique en imagerie musculo-squelettique au CHU de Lille et je m'intéresse tout particulièrement à la question de l'IA et notamment de la lecture critique d'articles avec ce webinaire que je vous propose qui s'intitule IA et imagerie, comment faire une lecture critique d'articles. Donc nous n'aborderons pas dans ce webinaire certaines notions fondamentales sur l'IA en médecine et l'IA en radiologie, dont certaines ont été abordées par Loïc Duron dans le webinaire qu'il vous a proposé. Et nous ne pourrons pas non plus revenir en détail sur le fonctionnement des réseaux de neurones convolutionnels profonds et notamment la façon de les optimiser, ni la façon dont ils ont été conçus. Et je vous conseille vivement de vous intéresser à cette question-là parce que c'est assez fascinant l'histoire de la découverte et du développement de cette technologie. Et mis à part dans cette diapo, on ne pourra pas avoir le temps de parler de la façon dont il faut entraîner des réseaux de neurones et notamment du différentiel qui va exister entre plusieurs sous-types de données. Et donc, je vais juste en dire quelques mots. Quand vous allez entraîner un réseau de neurones, vous aurez besoin d'avoir des données, un ensemble de données, dans lequel vous séparerez en 3 sous-groupes vos données. Un sous-groupe qui servira à entraîner votre modèle, donc ça sera l'optimisation de vos différents paramètres. Un deuxième sous-groupe qui servira à la validation et à l'ajustement fin des différents paramètres du modèle, à l'issue duquel votre modèle sera frisé, c'est-à-dire immobilisé, vous ne pourrez plus le modifier, et il sera évalué sur des données de test qui sont des données qui n'ont pas été vues par le modèle. Et on verra que ces choses assez simples sont en réalité à l'origine d'un certain nombre de biais dans les différents articles. C'est pour ça que j'aborde rapidement cette question. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des bases sur la lecture critique d'articles sur l'IA en radiologie? Bien simplement parce que vous avez une explosion du nombre de publications. Vous pouvez voir ici une croissance qui est réellement exponentielle et encore cet article s'arrêtait en 2018. En 2020, on est vraiment sur une croissance qui est encore plus marquée. Et donc, dans le tas, il n'y a bien sûr pas que des bons articles et c'est important que vous soyez tous en mesure d'aller lire les articles et comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Un autre élément qui est intéressant et qu'il faut mettre en perspective avec cette courbe qu'on a vue juste avant, c'est ça, ce qu'on appelle la courbe de la hype ou la courbe de la mode finalement dans les nouvelles technologies, qu'on appelle aussi la courbe de Gartner. En fait, ça caractérise l'évolution normale d'une nouvelle technologie dans la vision que va en avoir le grand public et que vont en avoir les investisseurs notamment. Et vous voyez que ça passe forcément, c'est un peu empirique, mais ça se vérifie plutôt bien par différentes phases. Une première phase d'abord d'innovation, durant laquelle la technologie est novatrice et finalement va être un peu exploratoire et va être à l'origine de levée de fonds et de communication. Puis à l'issue de cette phase, vous allez avoir un pic qui va être un pic finalement des attentes, qui est souvent un petit peu exagéré par rapport à la réalité de la technologie, ce qui aura comme conséquence d'avoir une phase ultérieure un peu de désillusion, c'est le terme qui est utilisé, mais finalement une phase dans laquelle on va se rendre compte que ce qu'on nous avait promis, c'était peut-être un petit peu trop excessif et que la technologie a des limites intrinsèques, ce qui est un peu arrivé pour la réalité augmentée par exemple, ou la maison connectée, ou la blockchain. On sait que c'était il y a quelques temps tout en haut du pic. On se rappellera de l'emballement autour du Bitcoin il y a quelques années. Mais en fait, ça ne signifie pas que les technologies sont mauvaises ou qu'elles sont à jeter à la poubelle, mais ça signifie au contraire qu'elles vont maturer et finir par avoir un plateau de productivité et qui correspondra davantage à leur fonctionnement réel. Aujourd'hui, alors ça date de 2018, mais les réseaux de neurones et le deep learning sont aujourd'hui tout à fait en haut de ce pic. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous pouvez voir qu'en 2018, on voyait la 5G qui commençait à arriver en haut du pic. La 5G aujourd'hui, tout le monde n'a que ça à la bouche et il y a fort à parier que là aussi, on aura une évolution par une petite phase de désillusion qui correspond assez logiquement à un excès de confiance et de croyance qui est accordé aux différentes nouvelles technologies. Donc dans tout ça, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Eh bien déjà, on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les différents éléments d'un article qu'il est pertinent et important de comprendre. Et la règle numéro 1, c'est ce que j'ai appelé l'enfer des courbes ROC, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour illustrer ça, j'ai pris un article non pas de radiologie, mais un article de dermatologie. Pourquoi? Parce que c'est un des premiers articles d'IA en médecine qui a fait beaucoup de bruit. C'était en 2017-2018, et vous voyez que c'est sorti dans un très gros journal, avec un impact factor de 14, et ça a été l'article le plus cité de cette année-là dans ce journal. Et c'était un article en fait, qui s'intéressait à la performance de certains dermatologues versus un algorithme basé sur un réseau de neurones convolutionnels pour la détection des mélanomes.
Et donc, bien sûr, avec un titre assez aguicheur, Man Against Machines, qui est une façon assez classique de présenter des résultats parfois un peu provocants. Donc, si on lit cet article un petit peu en diagonale, qu'est-ce qu'on peut voir? Que donc, il y avait 58 dermatologues et qu'ils avaient tous des sensibilités, des spécificités qui ont été évaluées, avec évidemment des beginners qui étaient plutôt moins bons que des experts et des performances synthétisées sous la forme de données ROC. Et vous avez l'habituelle courbe ROC. Donc la courbe ROC, c'est la courbe qu'on voit en orange, qui correspond en fait à la relation entre la sensibilité et 1 moins la spécificité. C'est quelque chose qui permet de caractériser de façon assez objective les performances données d'un modèle avec un fonctionnement continu, et notamment d'avoir ces différents seuils de fonctionnement en fonction du point d'opération qui est choisi. Donc ça marche bien pour un modèle continu. Et classiquement, vous allez avoir, et vous le verrez dans beaucoup d'articles, l'AUC, c'est-à-dire l'aire sous la courbe de cette courbe ROC, qui, classiquement, plus elle est proche de 1, plus cette aire sous la courbe est grande, plus ça signifie, ou en tout cas plus ça veut signifier que le modèle est performant. Et on verra que c'est à ses limites. Et de façon assez classique, vous avez les points qui correspondent aux médecins qui se situent sous la courbe, et donc l'interprétation de ça, c'est que les médecins sont moins bons que le modèle, et que man against machine, c'est machine qui gagne. Alors, voilà, ça c'est la version rapide et la version de lecture qu'en fait le grand public et également tous ceux qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Alors, je vais essayer de voir un petit peu ce qui ne va pas là-dedans. Déjà, on s'intéresse ici non pas seulement à de la détection, mais finalement à de la décision. Parce qu'aujourd'hui, quand vous, médecin, vous regardez une image, vous n'en faites pas une lecture, vous en faites une interprétation. Et cette décision diagnostique que vous prenez, elle est basée sur plusieurs facteurs, notamment 3 principaux, que sont l'expertise du décideur dans ce domaine et son ancienneté, les cas qu'il a pu voir, les recrutements auxquels il est habitué, donc son expertise personnelle, mais également les biais et seuils du fonctionnement du système. Sauf que ça, c'est difficile pour l'humain. On va comprendre pourquoi. Et ça dépend aussi de la prévalence de la maladie, puisqu'en réalité, vous verrez, et on en reparlera, mais que plus vous allez avoir une maladie qui va être prévalente dans un dataset, plus intrinsèquement, vous allez avoir tendance à avoir cette donnée en tête avant d'interpréter. Et c'est logique aujourd'hui, quand vous faites des diagnostics de pathologies extrêmement rares, vous y réfléchissez à 2 fois en vous disant c'est extrêmement rare, est-ce que c'est vraiment ça? Et réciproquement, pour quelque chose de très fréquent comme on a pu voir pour le Covid récemment, ça influe forcément sur vos décisions. Et donc ça, ces 3 facteurs, ils sont en réalité pour l'humain très interdépendants, parce qu'on a du mal à dire, finalement, aujourd'hui, je vais avoir un seuil de fonctionnement donné, je décide d'être très spécifique ou très sensible. C'est pas comme ça que ça marche. Et de la même façon, votre expertise et la prévalence vont influer la façon dont vous jugez et vous décidez. Donc ça, c'est interdépendant pour l'humain. Donc on a envie d'avoir des métriques, c'est-à-dire des chiffrages faciles à interpréter et à comparer. Et c'est là où ça se complique, parce qu'en réalité, il existe beaucoup de façons de quantifier les choses. Certains vous connaissez, comme la sensibilité à la spécificité, ou alors les vrais positifs, les vrais négatifs, etc. Et c'est là où ça se corse, parce que parfois, il y a des choses qui sont utilisées à mauvais escient. Je prends ici comme exemple ce qu'on appelle l'accuracy en anglais, ou l'exactitude d'un test en français. C'est une donnée qui est fréquemment utilisée parce qu'en fait, c'est un mot qu'on comprend bien linguistiquement, et malheureusement, c'est souvent confondu avec une notion de performance. Alors, en réalité, quand on regarde qu'est-ce que c'est que cette accuracy, en fait, ça correspond à la somme des vrais positifs avec la somme des vrais négatifs sur la population totale. Ce qui veut dire que c'est une métrique qui est un très mauvais choix si vous avez une pathologie qui a une prévalence faible. Parce que, par exemple, si votre maladie a une prévalence de 1%, si votre test est systématiquement négatif dans 100% des cas, eh bien, il aura une exactitude de 99%. Donc il faut toujours garder à l'esprit de savoir que mesure ce que je suis en train de regarder. C'est là où en fait les courbes ROC sont intéressantes, c'est qu'elles sont moins sensibles à la prévalence et qu'elles sont donc utiles pour le choix du seuil de fonctionnement d'un système continu. Voilà, c'est ce type d'exemple-là. Et là où c'est difficile, c'est que l'humain n'a pas un seuil de fonctionnement continu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui je vais mettre l'humain à un point de sensibilité maximale pour qu'il ait une sensibilité donnée, ou réciproquement je décide d'être très sensible et j'évalue ma sensibilité en fonction de ce seuil-là. Donc c'est très difficile de moduler ça suivant une courbe. Et donc généralement, ce qu'on peut voir dans certains articles, c'est d'essayer de mettre on comparait donc ces points humains à cette courbe algorithmique. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on fait un docteur moyen, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne des différents points. Et c'est là où ça pose problème, c'est que votre docteur moyen, vous prenez un exemple ici, 5 médecins virtuels qui sont sur la courbe ROC, donc c'est-à-dire que techniquement, ils devraient avoir des performances dans leur ensemble identiques
à celle de l'algorithme, puisqu'ils suivent la même courbe ROC, ces personnes-là. En fait, quand vous allez faire la moyenne de ces médecins-là, votre moyenne a une tendance à prendre la corde visuellement. Ce qui veut dire que le docteur moyen, en fait, il est de base plutôt péjoratif parce qu'il va avoir une tendance à passer sous la courbe, même si vos points sont sur la courbe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir parce que visuellement, déjà, c'est trompeur. Comment est-ce qu'on peut faire? Après, il y a des techniques qui existent, comme par exemple ce qu'on appelle le ROC Convex Hull. C'est une espèce de simulation de courbe ROC. Si vous avez au moins 5 points donnés, vous pouvez essayer de faire une simulation d'une courbe reliant ces 5 points. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais globalement, méfiez-vous, comme la peste, des articles qui vont vous montrer des points en dessus d'une courbe et qui vont juste simplifier en disant les points sont sous la courbe, donc les points sont moins bons que la courbe. Voilà. Ensuite, l'AUC, ça quantifie finalement une forme d'expertise globale et c'est indispensable pour qu'on comprenne le modèle et qu'on puisse dire, OK, ce modèle-là, si j'ai cette sensibilité-là, il aura cette spécificité-là, donc je choisis d'avoir un point d'opération qui va être le point où il a une sensibilité A et une spécificité B, ou alors, dans la configuration qui m'intéresse, je préfère privilégier la sensibilité et la spécificité, donc je le mets dans une autre configuration. Donc c'est utile pour dire, OK, voilà ces différents modes de fonctionnement, et voilà où je pense qu'il faut qu'il fonctionne. Mais ça ne vous renseigne pas sur le nombre de fois où le système aura raison en vie réelle, c'est-à-dire que c'est une évaluation sur un dataset, et ça reste très théorique. Et donc, il faut quand même avoir d'autres métriques plus faciles de compréhension, notamment la VPP, la VPN sur des données de terrain, et avoir dans votre dataset une notion de prévalence et voir si la prévalence du dataset correspond à la situation clinique d'utilisation. Parce que c'est évident que si votre dataset c'est que de la traumato et que vous faites un algorithme où dans votre vie réelle il n'y a jamais de traumato, ou réciproquement, forcément, ça risque de biaiser la façon dont vous allez l'utiliser. Et idem, attention, on va revenir dessus, à l'interprétation sur le dataset enrichi, on va revenir dessus. Et dernier point, dans beaucoup d'articles, les humains, c'est caractérisé par des experts. Je vous invite à être méfiant sur les niveaux d'expertise des experts et attention à la façon dont ces experts ont eu réellement possibilité d'analyser les données. On va voir ça sur l'article du poumon. Alors ici, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans l'article de dermato, les experts, en réalité, il y avait des gens qui étaient des dermatologues spécialistes du psoriasis qui n'avait pas vu de mélanome depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'un expert dermatologue, juste parce qu'il a 50 ans, il est forcément meilleur en mélanome qu'un jeune qui fait que du mélanome si l'expert ne fait lui que du psoriasis? C'est une question qui est ouverte, mais c'est une question qu'il faut garder à l'esprit, c'est-à-dire que l'expertise ne se résume pas forcément à l'ancienneté. Et de la même façon, vous voyez dans cet article-là, ils ont utilisé un petit peu des moyennes de docteurs. On a vu que des docteurs moyens, ce n'était pas une façon de fonctionner qui était correcte. Il y a Luc Ogden-Reiner, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux, qui est très pertinent, qui a fait une réponse qu'il a intitulée finalement Man Against Machine, une réponse. Et en gros, il a essayé de comparer ce qui était comparable en changeant les métriques utilisées. Et en fait, il se rend compte que si on compare ce qui est comparable, finalement, dans cet article-là, il n'y a pas de différence significative entre les humains et l'algorithme. Et donc, ça ne veut pas dire que l'article est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il est faux, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie tendance à survendre des résultats et vous devez rester extrêmement prudent dans l'interprétation que vous en faites parce que c'est souvent un peu survendu. Ça pose une question plus large qui est est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure d'avoir des reviewers de façon régulière et suffisante pour reviewer de façon qualitative tous les articles d'IA qui sont soumis pour du peer review? La réponse est probablement le non, et ça veut dire qu'il y a une carence aujourd'hui avec un décalage entre le nombre d'articles qui sont soumis pour reviewing et le nombre d'experts ou de personnes compétentes chez les reviewers pour déceler des éventuels biais dans les articles et des éventuelles malhonnêtetés aussi dans certains cas, parce que c'est aussi des situations qui existent. Et ça rejoint une problématique qui est plus large, qui est vraie dans toute la science, qui était que pendant longtemps, avant que quelque chose transparaisse dans des médias généralistes, il fallait quand même beaucoup de niveaux de preuve. Aujourd'hui, on a un petit peu une inversion de la charge de la preuve, avec finalement besoin d'assez peu de données scientifiques pour que ça puisse faire les gros titres. Et donc ça, c'est parfois problématique. On a vu ça avec le Covid. Moi, je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux au moins ces trois personnes-là, Eric Topol, Hugh Harvey et Luc Ozenreiner, qui font des lectures souvent très pertinentes des nouveautés et des choses qui se passent en IA. Il y en a d'autres maintenant aussi, mais les réseaux sociaux sont un élément assez puissant pour se former et rester informé. La règle numéro 2, elle paraît évidente, mais c'est aller lire l'article. Parce que quand on s'arrête à l'abstract, parfois, il y a des biais qu'on ne voit pas. Je vous prends comme exemple un gros article de Google qui est sorti en mai 2019 dans Nature Medicine, donc on n'est pas dans un petit journal. Et le pitch est assez simple, c'est qu'ils ont
de façon simplifiée, si on simplifie leur méthodologie, ils ont entraîné un algorithme à détecter des cancers du poumon sur des scanners. Et si on regarde leurs résultats principaux, bah, finalement, on voit une courbe qui est la courbe de l'algorithme qui a une AUC à 96, donc 0,96 ou 96%, et des médecins moyens en dessous qui sont plotés. Et on se dit, bah, c'est tout, les médecins sont moins bons que l'algorithme. Et bien sûr, le lendemain, compte tenu de la puissance financière de communication de Google, vous vous doutez bien que le lendemain, ça finit dans le New York Times avec des grandes phrases comme les computers étaient au moins aussi bons que les médecins pour détecter les cancers sur des scanners thoraciques. Bon, à l'issue de ça, vous vous faites tous charrier sur les réseaux sociaux, dans les couloirs de l'hôpital et à la cafette où on vous dit ça y est, la radiologie c'est fini. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'abord aller lire l'article et pas s'arrêter à la lecture polarisée qui en est faite par les médias généralistes ou les confrères mal intentionnés et la façon un peu survendue qu'a l'abstract de vous présenter les choses. Alors, si on s'intéresse un peu aux résultats, leur database, c'est quoi? C'est 43 000 scanners thoraciques, en gros, dans lesquels il y a 4% de cancers confirmés par biopsie, ce qui en soi est assez intéressant parce que ça se rapproche assez de la vraie vie en termes de prévalence. Ils ont un dataset de test qui est issu de ce dataset-là, dans lequel il y a 1,3% de cancers, soit de 86 patients. Bon, pourquoi pas, ok, donc là, jusque-là, ça va encore. Attention quand même, hein, si on vous présentait l'exactitude par exemple, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il présente une courbe ROC, mais si on vous montrait l'exactitude, gardez à l'esprit qu'une prévalence de 1%, ça veut dire qu'un test systématiquement négatif aura une exactitude de 99%. Donc restez prudent sur des prévalences faibles. Mais ici c'est une courbe ROC, donc on ne peut pas tout à fait dire ça, mais en tout cas 94%, c'est pas si mal. Alors les radiologues, c'est là où ça se corse, eux, ils ont été évalués sur 507 patients parmi ces 6716, donc c'est-à-dire moins déjà. Et sur ces 507, ils avaient 83% de cancer, soit 16,3%. Et c'est là où ça commence à se corser. C'est que ça veut dire que les radiologues ont été évalués sur un dataset enrichi. C'est-à-dire que c'est un dataset qui a beaucoup plus de pathologies que ce que vous voyez dans la vie de tous les jours sur une vacation. Et donc ça veut dire que ça entraîne un certain nombre de biais cognitifs dans la façon dont les radiologues et dont les humains de manière générale vont interpréter les choses. Donc déjà, prudence, puisque vous avez une différence entre les prévalences qui sont les prévalences globales du dataset et les prévalences du dataset de test des humains. En plus, si on regarde dans les détails, on leur a demandé de non pas dire cancer, pas cancer, mais de dire une classification Lundgrad, qui est une classification que je pense on n'est pas tous en mesure de maîtriser. Et ils étaient 6, ce qui est le minimum syndical, on va dire. Et ils n'avaient accès pour les 250 premiers cas qu'à des coupes axiales, ce qui est quand même assez osé quand on connaît la capacité de détection d'un être humain sur des coupes axiales isolées, enfin pas pouvoir faire de MPR, pas pouvoir faire de MIP, c'est quand même avoir un sacré boulet au pied. Et on sait très bien que ça, et en plus quand on fait la lecture rétrospective, on sait que dans ces conditions-là, les humains, et pas que les radiologues, les humains sont toujours moins performants que ce qu'ils seraient si les cas qu'ils sont amenés à lire leur avaient été présentés de façon prospective en vacation, c'est-à-dire en conditions réelles d'utilisation. Donc en fait, on sait que le rétrospectif a tendance à surestimer la performance de l'algorithme et a tendance à sous-estimer la performance de l'humain. Ça, il faut le savoir parce que ça veut dire que ça introduit aussi un biais de mesure différent. C'est un biais qui est différentiel. Donc ça, c'est potentiellement grave. Et ensuite, si on regarde de plus près, il y a une petite figure dans laquelle c'est pas forcément bien expliqué, mais quand on regarde bien, ils ont fait la même chose, mais avec le scanner de suivi, c'est-à-dire le scanner initial plus le scanner de suivi. Et là, en fait, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en imagerie thoracique, vous savez que vous avez des classifications comme celle de Fleischner qui vous dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez un micronodule, est-ce qu'il faut le suivre, pas le suivre, à combien de mois, etc. Donc en imagerie thoracique, en réalité, il y a une vraie place au scanner de suivi dans la prise en charge clinique des patients. Et on voit que quand on fait ça, même si on reste sur un biais qui est qu'on est sur un humain moyen, donc peut-être qu'ils sont quand même meilleurs que la courbe, on ne vous montre pas l'intervalle de confiance de la courbe ROC, donc en fait l'intervalle de confiance il est plus bas, enfin bref, il y a quand même plein de problèmes sur ce graphe-là, mais de base, ce que ça montre, c'est qu'il y a cette différence qui était peut-être existante sur le premier graphe, n'existe plus sur le scanner avec le scanner de suivi, ce qui signifie qu'en fait, une condition qui se rapproche des conditions de la vie réelle suffise à annuler les performances de l'algorithme. Et donc ça pose une question qui est comment est-ce qu'on arrive à implémenter ça et à justifier ça en pratique clinique si finalement, quand on compare à ce qui se fait aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Et encore une fois, ils étaient sur des lecteurs moyens, on a vu le problème de ça.
Donc ça va avec. C'est la question suivante, c'est finalement quelle est la pertinence clinique et quelle est la validation externe qui existe sur cet algorithme. Et c'est là où ça se complique, c'est que la pertinence clinique en vie réelle, elle n'est pas toujours bien claire. Je prends l'exemple d'un algorithme ici qui est celui de Zebra, qui en fait va calculer des densitométries osseuses sur des scanners réalisés pour autre chose. Donc c'est un algorithme qui, à terme, pourrait peut-être être intégré de façon automatique dans votre PACS, pourquoi pas. Et il y a un article qui est sorti qui vous explique très bien qu'ils segmentent, ils font des UNET, ils sortent des vertèbres, ils ont des patients qui ont des corrélations, et en fait, ils arrivent à avoir un algorithme qui arrive à prédire la densitométrie osseuse à partir d'un scanner du rachis ou un scanner abdominal fait pour autre chose. Sur le papier, c'est intéressant. Là aussi, il faut lire l'article, et en fait, quand on regarde, on se rend compte que l'accuracy est de 82%, la spécificité de 73%, ce qui signifie en fait une chose, c'est que cet algorithme, il est intéressant, mais en l'état, il n'est pas en mesure de remplacer le gold standard qui est la densitométrie osseuse. Donc ça veut dire que tous ces patients-là à qui vous détectez une ostéoporose, vous aurez besoin de la confirmer ou de l'infirmer par une densitométrie osseuse. Donc vous vous exposez potentiellement à des surcoûts en santé publique parce que vous allez devoir réaliser peut-être plus de densitométrie osseuse que ce que vous réalisiez auparavant. Et en plus, on sait que l'ostéoporose, c'est une pathologie pour laquelle ce n'est pas clair de savoir si le dépistage de l'ostéoporose chez des patients asymptomatiques, ça a vraiment une conséquence positive sur le long terme. Et c'est un vrai débat. Donc vous avez potentiellement ici un algorithme qui, sur le papier, est très intéressant, mais qui, en pratique, peut vous entraîner un surcoût, parce qu'en soi, cet algorithme, il vous coûtera de l'argent, et un surcoût potentiellement lié aux examens complémentaires qui vont en résulter, voire aux traitements qui vont en résulter, avec un dépistage d'une pathologie pour laquelle le dépistage n'a pas prouvé sa efficacité, voire peut être délétère dans certains cas. Donc ça, c'est une question globale de santé publique qui aujourd'hui n'est pas du tout prise en considération et qui, à mon avis, est une carence majeure de l'IA aujourd'hui. Et ça, gardez ça à l'esprit quand vous lisez ces articles-là. Alors ensuite, un point important, et on va expliquer un peu ce que c'est la validation externe qui est différente de la pertinence clinique, mais la validation externe, c'est finalement est-ce que les caractéristiques qu'on vous présente pour cet algorithme-là, elles vont être réellement celles-ci dans la pratique courante, c'est-à-dire sur un dataset extérieur. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un algorithme a tendance à overfitter, c'est-à-dire à être surperformant sur des données qui vont ressembler aux données qu'il a eues en apprentissage. Je illustre les choses. Imaginons que j'entraîne mon algorithme sur une population de patients en traumatologie, dans un centre où on fait surtout la médecine du sport, des patients jeunes, et ben, vous allez avoir des performances qui seront celles qu'elles sont, c'est-à-dire peut-être bonnes, mais votre algorithme, si vous le mettez en traumatologie, mais sur des patients tout venant des urgences, voire sur une population de gériatrie, il peut contre-performer, alors même que la tâche qu'on lui demande est la même, c'est-à-dire détecter de la fracture. Idem pour la CNO, idem pour à peu près tout. Donc, les algorithmes, en tout cas basés sur des réseaux de neurones, ont tendance à overfitter. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez l'évaluer sur autre chose. Comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, il faut avoir en fait le prérequis maintenant pour quasiment toutes les études, c'est d'avoir une évaluation des performances sur des algorithmes sur des données extérieures, c'est-à-dire provenant d'un autre centre, d'autres populations avec des patients qui ont d'autres pathologies et d'autres comorbidités sur d'autres appareils, ce qui signifie que votre algorithme soit entraîné que sur du Siemens et que vous passez sur du GE pour que vous puissiez avoir une chute des performances, ça il faut le savoir. Et bien sûr, à cette validation externe, il va falloir commencer à rentrer en considération des conséquences cliniques réelles et médico-sociétales avec une application prospective, parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des études d'IA sont rétrospectives. Il y a un article qui est paru dans The Lancet Digital Health en 2019 qui montrait qu'aujourd'hui, il y avait moins de 2% des articles d'IA qui avaient des critères de validation externe et de pertinence clinique suffisants pour qu'ils puissent être jugés méthodologiquement satisfaisants. Ça met les choses en perspective. Concernant le prospectif, il y a très peu d'articles prospectifs et on voit qu'il y en a certains qui ont été faits et paradoxalement c'était en gastro, en ophtalmo, principalement en Chine, pas réellement beaucoup en Europe, surtout pas en radiologie, en tout cas récemment, voilà, c'est reste extrêmement faible et de là le JAMA a fait un éditorial pour dire qu'il y avait vraiment un manque aujourd'hui de randomized control trial en IA et en fait que c'était nécessaire si on voulait pouvoir prouver au même titre qu'un essai clinique, la pertinence, la performance de ces algorithmes dans des conditions de soins. Voilà. Alors, un autre élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est les erreurs aberrantes ou les tailles de l'effet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand votre algorithme se trompe, eh bien, vous n'avez pas, dans les articles, vous avez rarement
des évaluations de la taille de l'effet. C'est-à-dire, est-ce que l'erreur de l'IA était grossière ou pas? Est-ce que l'erreur de l'humain était grossière ou pas? Parce qu'on ne tolère pas des erreurs grossières chez l'humain. Voilà, qu'est-ce qu'on tolère chez l'IA? Évidemment, vous ne tolérerez pas que mon fils de 5 ans vous dise que ça, c'est un pineapple, donc un ananas, c'est évidemment une chouette. Ça, c'est une erreur grossière. On peut le voir par exemple dans un article qu'on va aborder juste après, qui est l'article de Google sur la mammographie. Et vous voyez, ça c'est une mammo dans laquelle les 6 lecteurs humains ont vu le cancer et l'IA n'a pas vu le cancer, alors que c'est une lésion qui est énorme. À l'inverse, ici, c'est une petite lésion qu'aucun des lecteurs de l'article n'avait vue, alors que l'IA avait détecté. Ce qui montre bien qu'on n'est pas sur un fonctionnement qui est un fonctionnement qui émule le fonctionnement cérébral humain, on est sur quelque chose qui est différent. Et la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on tolérerait qu'un humain rate ça? La réponse est non. Est-ce qu'on tolérerait qu'un humain rate ça? La réponse est, ça dépendra de l'évolution de la patiente. C'est-à-dire que si c'est une lésion qui progresse lentement et que finalement elle est rattrapée au suivi ultérieur sans avoir évolué, ce sera quelque chose qui peut-être sera toléré. Si ça a flambé, ça ne le sera pas, mais c'est difficile de prédire à l'avance si on peut tolérer des ratés comme ça. En tout cas, les gros ratés sont intolérables pour l'humain. Ils devraient l'être aussi pour l'IA, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations? Il y en a. Aujourd'hui, il y a des guidelines qui ont été publiés par les groupes Consort et Spirit, qui sont des groupes qui en fait s'intéressent à donc c'est des guidelines de rédaction des articles d'IA en médecine. C'est tout récent, hein, c'est septembre 2020, donc ça va vraiment de sortir. C'était basé justement sur cette carence qui existait dans les guidelines de qu'est-ce qu'il faut pour avoir une qualité minimum de publication. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si ces guidelines sont appliquées de façon collective, eh bien, ça va tirer vers le haut des articles avec des choses qui ne passeront plus, comme des approximations sur les comparaisons humains Courberock, des approximations sur les datasets, des approximations sur plein de choses. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas des guidelines de lecture. Guidelines de lecture qui sont plutôt du côté de radiologie, qui vous propose une grille de lecture. Alors, qui est-ce qu'elle est? Elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. En 9 étapes sur finalement comment est-ce qu'on peut voir déjà s'il y a des choses qui ne vont pas dans un article d'IA. Et donc, on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'il en est. Et ce qui est assez ironique, cet article est sorti le 31 décembre 2019. Et le 1er janvier 2020, c'est-à-dire littéralement le lendemain, sortait l'article de Google sur la mammographie dans Nature, qui, vous l'avez peut-être vu, a été immédiatement relayé par des centaines de personnes pour expliquer que l'IA faisait mieux que l'humain pour le cancer du sein, avec, petite parenthèse, qu'on voyait écrit ici, selon Google. Ça veut dire que c'est un article qui a été sponsorisé, ou en tout cas qui a été partiellement financé par Google. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, parce qu'il faut garder à l'esprit que les cellules de communication sont riches et puissantes. New York Times, Libération, tout ça, si vous faites un article vous demain, même s'il est très pertinent, c'est peu probable que vous soyez relayé comme ça. Donc il y a aussi des considérations d'intérêt derrière. Alors ce qui était intéressant, c'est que finalement on peut s'intéresser à cet article-là et puis prendre une par une les recommandations de radiologie. Alors la première, c'est quoi? C'est déjà être sûr que les 3 datasets, c'est-à-dire entraînement, validation et test, ont été bien définis. Ce qui, ici, dans cet article, était le cas. C'était assez clair, qui ils ont inclus, comment c'était fait, comment c'était confirmé, et puis ils ont séparé les données de 22 225 personnes en 3 datasets. Ça, jusque-là, ça va. Alors ensuite, on a vu l'importance d'avoir des datasets extérieurs pour les statistiques finales, donc une validation externe, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque ici, vous avez la validation donc le dataset de test qui a servi pour l'évaluation de la performance du modèle, qui en fait provient de données qui sont identiques à celles de l'entraînement. Alors, heureusement, ce n'est pas des données qui ont servi à l'entraînement, puisque sinon, ça serait vraiment biaisé. Certains articles le font, mais c'est vraiment biaisé. Là, au moins, c'est indépendant. N'empêche que c'est la même population, c'est les mêmes machines, etc. Donc, ce n'est pas un dataset vraiment extérieur. C'est des choses qui, pourtant, maintenant, sont quasiment obligatoires. Et ça va avec, c'est-à-dire que vous devez avoir, idéalement, des imageries multivendeurs, donc multi-industrielles, pour les différentes phases, ce qui n'était pas du tout le cas ici, puisque 95% des mammos étaient faites sur Hologic, 4% sur GE et 1% sur Siemens. Donc, si ça se trouve, votre algorithme a de fortes chances de surperformer sur Hologic. Ensuite, idéalement, il faut justifier la taille des échantillons, parce que même si en données, on dit toujours plus il y a de données, mieux c'est, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 500 000 mammos pour avoir une tâche qui peut être accomplie avec 20 000 mammos.
Alors, en IA, cette règle-là, elle est souvent bafouée, mais en réalité, vous pouvez avoir un calcul a priori. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais là, ça n'a pas été justifié. Ensuite, il faut avoir un entraînement avec un gold standard qui est accepté donc, de façon commune, en sachant que normalement, le compte-rendu n'est pas considéré comme un labeling fort. Ici, en l'occurrence, ils sont passés sur le labeling de l'ANAPAT. Donc, au final, c'était plus pertinent. En revanche, il faut quand même normalement qu'ils décrivent toutes les étapes du post-traitement pour savoir qu'est-ce qui est arrivé aux images avant qu'elles soient pré-traitées par l'algo, ce qui n'est pas du tout évoqué ici. Et il faut que, si vous faites un benchmarking, c'est-à-dire une comparaison avec des experts, il faut que vous ayez les meilleurs experts, normalement. Et c'est ce qu'il dit, c'est que normalement, il faut, si vous voulez avoir, enfin en tout cas, qualifier ça face à des experts, si vous faites du scanner cérébral, il mieux vaut avoir des neuroradiologues plutôt qu'un radiologue général ou un neurologue. On a vu des articles de Traumato qui s'intéressaient à des performances d'experts urgentistes. Alors, j'ai rien contre les urgentistes, mais c'est pas forcément une façon de benchmarker de façon honnête face à des experts. Après, faut-il faire forcément benchmarker face à des experts? Ça se discute, parce que c'est aussi intéressant de connaître les améliorations de performance de gens qui ne sont pas experts, mais dans ces cas-là, il faut le présenter comme tel et pas utiliser comme expert des gens qui ne le sont pas, etc. Alors dans cet article-là, c'était un peu particulier parce qu'en réalité, il y avait une partie anglaise et une partie américaine. Et la partie anglaise était faite en réalité de façon rétrospective et il y avait 33 lecteurs anglais, on ne savait pas qui c'était, ce qui pose quand même des problèmes en termes d'expertise parce qu'on les a quand même intégrés dans la validation, enfin dans les statistiques. Et dans la partie US, donc la partie américaine, c'est-à-dire des lecteurs qui, eux, ont été fait de façon donc rétrospective, mais enfin, vous lirez l'article, mais enfin, c'est un design qui est un peu particulier. Mais là, ces 6 lecteurs-là, qui sont les lecteurs américains, eux, ils n'ont pas tous été traînés en fellowship de scénologie. Alors ça se discute aussi, parce que est-ce que le Reader 3, qui a 4 ans d'expérience, même s'il fait 2000 mémos par an, est-ce que c'est vraiment un expert? Tout peut se discuter. Mais en tout cas, il faut savoir qu'est-ce qu'on compare à qui. Et un point très intéressant, qui est dans les annexes, ce n'est pas dans l'article principal. Si vous regardez en fait les readers, il y avait donc les readers anglais et les readers américains, en fait vous vous rendez compte que les readers américains, donc les 6 choisis, étaient en fait nettement sous-performants par rapport aux readers anglais. Et les readers anglais, ils ont un fonctionnement un peu à la française avec un premier et un premier lecteur, un deuxième lecteur, il y a un système de consensus. Et vous voyez que rien que ça, le modèle anglais finalement de lecture anglais était plus performant que le modèle américain pour la détection sur un cancer à 12 mois par exemple. Et aussi, un élément qui est très intéressant, très important, c'est que dans le sous-type, parce qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que finalement les Américains sont moins bons que les Anglais là-dessus. En fait, une des hypothèses, et là aussi c'est dans les annexes, une des hypothèses, c'est que les Américains, eux, ils ont été testés sur 50% de cas normaux, 25% de cas biopsiés négatifs et 25% de cas biopsiés négatifs. C'est-à-dire que dans les cas qu'ils voyaient, il y en avait 1 sur 2 qui avait été biopsié, ce qui n'est pas du tout la vie de tous les jours, et ils n'étaient pas au courant que ce dataset donc, était enrichi. Et on a vu qu'un dataset enrichi, ça tend à sous-évaluer la performance d'experts, et en plus de ça, la lecture rétrospective, elle aussi sous-évalue, etc. Mais globalement, là, vos lecteurs américains ont été mis dans des conditions très difficiles, à savoir, il y avait dedans 25% de cas avec des biopsies qui ont été faites et qui ont été négatives, ce qui signifie quand même qu'un jour, on s'est dit qu'il y avait un truc sur ces mammographies-là. Donc, clairement, c'était un dataset qui était très difficile. D'ailleurs, ils le disent. Ils le disent que c'était une population challenging pour du screening, parce que finalement, ce que prétend faire cet algorithme, c'est du screening, c'est-à-dire du dépistage. Or, en dépistage, vous n'avez pas du tout une patiente sur 2 qui est biopsiée. Donc ça pose des problèmes. Et ça rejoint le laboratory effect. Et finalement, en fait, quand on regarde les performances de l'algo, en réalité, il est certes meilleur, mais uniquement que les readers américains. Par rapport aux readers anglais, l'algorithme n'est pas meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon, ça ne veut pas dire que c'est nul. Encore une fois, ça reste quand même des gros articles qui sont pertinents, etc. Mais la supériorité n'existe que par rapport aux readers américains, pour lesquels on a vu qu'ils avaient probablement aussi eu des balles dans le pied en termes de performance. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée sur comment l'IA fait ses décisions, donc avoir des courbes ROC. Les courbes ROC, vous les aviez ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez la courbe ROC, elle était surtout du coup supérieure aux experts pour la version américaine. Même si on peut se demander encore une fois, est-ce que
le lecteur moyen, c'est vraiment une bonne façon de voir les choses. Et puis en fait, quand on voit le modèle, on voit aussi qu'il y a un petit pointillé ici qui montre que le modèle entraîné uniquement sur les données anglaises, eh ben, il est moins bon. Et donc là, ça montre aussi qu'on a des limites liées à la validation externe. Donc tout ça, ça tend à montrer quand même que tout ne nous est pas expliqué et que le modèle, il marche peut-être pas aussi bien que ce qu'on pense. Et en tout cas, il y a probablement quelque chose qui est un peu survendu par rapport à la réalité. Mais vous voyez, là, c'est intéressant, ce petit pointillé là qui est quand même inférieur au modèle enrichi par les données américaines. Et les lecteurs qui sont, eux, des lecteurs moyens. On a vu les limites du lecteur moyen. Et enfin, le dernier point qui est proposé par Radiology, c'est qu'il faudrait idéalement que l'algorithme puisse être vérifié, c'est-à-dire que soit il soit disponible en code source, hein, librement, ce qui pour des raisons commerciales n'est pas toujours recommandable, et pas toujours possible aussi parce qu'il y a des enjeux financiers derrière, mais au moins qu'il puisse être vérifiable de façon commerciale dans des délais rapides, parce qu'il y a aussi des biais qui peuvent être liés à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui idéal dans le monde de l'IA, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se communiquent gratuitement entre les gens, notamment sur GitHub, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc là, en l'occurrence, chez Google, ça n'était pas le cas. Voilà, donc ça, c'est un point qui peut se discuter. Alors la conclusion de ça, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que ce modèle n'est pas bon, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de faire de l'IA en Céno, mais vous voyez, hein, il y avait des erreurs grossières, il y avait l'IA faisait des erreurs grossières, dans les façons d'évaluer les performances, il y a des choses qui sont pas nettes sur qui a été évalué en rétrospectif, qui a été évalué en prospectif, qui a eu un dataset enrichi ou pas. Les Américains qui ont lu sur dataset enrichi font moins bien que les Anglais, mais parce que les Anglais étaient sur dataset de vie réelle, donc forcément ils faisaient mieux. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en considération et qui ne peuvent pas se résumer uniquement à les points sont sur la courbe, donc la courbe de façon incontestable est meilleure que les humains. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ça que je cherchais à vous faire passer comme message. La conclusion, c'est méfiez-vous de la mode. Formez-vous à la LCA, ne serait-ce qu'en lisant les articles et en allant voir la méthodologie, c'est pas compliqué, vous êtes tous radiologues, vous avez tous des bases sur comment est-ce qu'on fait une vacation de Céno, comment est-ce qu'on fait une vacation de scanner thoracique, qu'est-ce qui ne va pas dans le design, pourquoi est-ce que c'est enrichi, et pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bien, etc. Et aller sur les réseaux sociaux pour en parler, pour défendre la spécialité et pour lutter contre les mauvaises compréhensions. Voilà, merci à tous.